also have a history of moving in and out of Pakistan. And let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI, the Pakistani military. Let's go recruit you, Mujahideen. That's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go to the Soviet Union. And guess what? They won't resist. They lost billions of dollars and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment in the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine, you deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with the fact we're sanctioned. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of lost time. We now are making up for a lot of lost time. We now are making up for a lot of lost time. We now are making up for a lot of lost time. We now are making up for a lot of lost time. La politique de civilisation, c'est ce que font tous ceux qui œuvrent pour un islam ouvert. De faire la synthèse entre l'identité profonde de l'islam et la modernité, sans choquer la conscience des croyants. C'est ce que fait l'Arabie Saoudite. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Abdallah. C'est ce que fait le président Moubarak en Égypte, avec la sagesse qui est la sienne. Vous l'avez compris, Monsieur le Président, messieurs, la France veut être l'ami de l'Arabie Saoudite. Et la civilisation européenne et même française a évolué considérablement et qui fait que nous condamnons toute atteinte aux droits de l'homme. Je précise, la province d'Idlib, c'est la province qui est de l'autre côté, parce que la partie gouvernementale, on l'imagine unie, mais elle a les rebelles d'un côté et les rebelles à l'est de l'autre. Dans la partie est, donc la partie d'Idlib, le gouvernorat d'Idlib, qui est la province qui est contrôlée par les rebelles,
ça fait 3 ans qu'ils contrôlent cette province. Ils auraient pu en faire une vitrine de l'avenir de la Syrie. En gros, si vous voulez, il y a des posters de Ben Laden et c'est la charia qui est appliquée. Les écoles sont plus mixtes. Je voudrais vous entendre parce que voilà la vitrine de la Syrie de l'avenir. On n'est pas dans ces groupes-là prennent le pouvoir. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? C'est aussi ce que j'ai du mal à comprendre avec le gouvernement français, c'est qu'est-ce qu'on va chercher comme rebelles. La plupart des rebelles modérés sont partis avec les Turcs. Ils sont partis aider les Turcs dans leur offensive contre les Kurdes. Donc qu'est-ce qui est resté à Alep? Essentiellement des islamistes. Elisabeth Guigou, votre réaction, on entendra Christian Jacob qui s'est exprimé sur la diplomatie, mais cette réaction, parce que là, les choses deviennent concrètes. C'est pas les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les gentils, les méchants. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que la rébellion en Syrie et la rébellion dans la région, dans la zone de zone étanche, c'est complètement différent du kyste État islamique qui est venu s'incruster sur cette guerre civile syrienne, mais là, je vous ai pas et qui vient d'Irak. Non, mais je terminez, parce que pour nos auditeurs, c'est quand même important. Je vous ai pas parlé de Daesh là. Oui, on parle des rebelles. J'ai parlé de la radicalisation des rebelles sous le feu. Alors deuxièmement, l'Arabie Saoudite et puis aussi aidé par les Français quelque part. Voilà, cette radicalisation en leur donnant des armes en plus, en leur permettant de mener une lutte jusqu'au bout. On a quand même largement favorisé cette guerre civile syrienne dont on est responsable et dont on paye les conséquences avec le flot de réfugiés. Laissez répondre Elisabeth Guigou parce que là, allez-y. Alors là, maintenant, on saute au Yémen. On ne parle pas du Yémen, on parle de la Syrie là. J'ai pas parlé de Yémen, j'ai pas prononcé le mot Yémen. Non, pas Yémen, non, c'était l'Arabie Saoudite financée par l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a largement mis ses mains dans la guerre civile syrienne en armant les rebelles, c'est une réalité. Oui, non, mais ça, personne ne nie ça. Ce sont nos alliés. Mais personne ne nie ça. Mais on va pas chercher des alliés. On est là pour promouvoir la paix. Non, à travers... Oui. Attendez, c'est terminé, je sais, mais on va pas y arriver. Quand même. Allez-y, chacun puisse débattre dans son temps de parole. Non, mais attendez, mais sinon je m'en vais. Non, pas du tout. Je peux terminer mes phrases. Allez-y, terminez votre phrase. Bon, pour répondre à ce monsieur. Justement, Régis Sommelet, c'est terminé, ça va être dit. Enfin, c'est quand même incroyable. On est dans un débat en principe équilibré. Terminé, vous n'arrêtez pas de parler dans tous les cas. Non, mais franchement. Allez-y. Et Axel Poniatowski. Alors, on n'est pas là à chercher des gens, à soutenir un camp contre l'autre. On est là à chercher la paix. Les dictateurs, on peut les renverser. Pas de problème. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'on met à la place ? L'alternative évoquée tout à l'heure, politique. À partir du moment où on n'a rien pu proposer à part, et on le voit très clairement, à part des djihadistes, comment peut-on trouver une solution ? Quels sont les djihadistes ? On attend toujours la définition des Américains, de leur groupe, les groupes qu'ils défendent. On ne sait toujours pas lesquels. On a longtemps eu un gouvernement bis, ou en tout cas des représentants des Syriens libres, entre guillemets, oui, on les a reçus, souvent. Qui ne représentaient pas, ou qui représentaient peu les combattants sur le terrain. Il faut quand même éviter de reproduire à Mossoul ce qui s'est passé à Alep. Pierre Lerin, sur la position russe sur cette question de Mossoul, parce que c'est évidemment Barack Obama qui a pris l'initiative, qui coordonne, qui sur le terrain forme des troupes, irakiennes notamment. Les Françaises aident aussi, font un soutien militaire des troupes. La Russie, tout ce qui peut affaiblir Daesh, il n'y a aucun problème, ils sont pour. Maintenant, le problème est différent. 1 500 000 personnes à Mossoul. Parce que vous pensez que ceux qui tiennent Mossoul vont laisser partir leurs garanties. Comment va-t-on faire si on lance une attaque avec des bombardements et que demain il y a une résolution aux Nations Unies qui dit « Arrêtez le bain de sang, arrêtez le massacre des civils ». On va mettre notre veto ? Bah oui, on va mettre notre veto. Bah oui. C'est-à-dire que nous ferons exactement la même chose que ce que l'on reproche à Bachar el-Assad et aux Russes de faire à Alep. C'est-à-dire que la guerre, ce n'est pas propre. C'est ce qu'a dit l'ambassadeur russe en France sur une antenne concurrente en disant que...
Bonjour Laurent Mauduit. Bonjour. Vous êtes le cofondateur du site Mediapart, ancien directeur adjoint de la rédaction du journal Le Monde. Vous avez été longtemps le chef du service économique de Libération. Vous publiez main basse sur l'information aux éditions de Don Quichotte. On peut dire que vous n'y allez pas de main morte. Vous dites carrément que depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais l'information en France n'a été autant muselée. Oui, parce que vous vous souvenez de la Libération, il y a un programme, celui du Conseil national de la résistance. Son principe, c'est la presse doit être indépendante des puissances financières. Et à l'époque, tous les journaux se construisent sur ce principe. Le Monde, c'est un journal propriété de ses journalistes. Le Parisien, c'est une coopérative ouvrière. Or, progressivement, ce legs d'une presse libre, indépendante, qui est le garant de la démocratie, a été balayé. Donc on l'a vu notamment sous les années Sarkozy, des proches de l'Élysée ont racheté. Et puis là, on a vécu depuis 2012 la fin du séisme. Ça a été Bolloré, ça a été Patrick Drahi qui a racheté Libération, l'Express et puis BFM et RMC. Voilà, on vit la fin d'un séisme et donc la presse n'est plus libre, elle n'est plus indépendante. Non, mais vous dites carrément, c'est 10 milliardaires qui possèdent quasiment toute la presse. Ben oui, vous pouvez faire le compte entre Martin Bouygues, TF1, Bolloré, Canal, Patrick Drahi, les journaux que je viens de citer, Xavier Niel avec ses associés Le Monde et le groupe L'Obs. Continuons, vous connaissez comme moi, il y a un aspect mortifère. Oui, mais en quoi c'est une atteinte à la liberté d'information ? Précisément pour cette raison, c'est que la normalisation économique a eu pour effet de conduire à une forme de désinhibition. De la normalisation économique, on est passé à une banalisation ou une normalisation éditoriale. Alors faites le compte des censures ou des autocensures qui sont plus dures à mesurer. Oui, mais par exemple, vous avez cité des exemples où... Et quelle autocensure, quelle censure vous avez constaté ? Les censures, vous en avez été le témoin comme moi il y a un an. Bolloré, quand Vincent Bolloré, patron désinhibé, prend le pouvoir, il devient quasiment le rédacteur en chef de toutes les émissions, il censure. Il censure quoi ? Par exemple, une enquête sur l'évasion fiscale et le Crédit Mutuel. Pour quelle raison ? C'est que le patron du Crédit Mutuel de l'époque est un ami proche, Michel Lucas. Regardez, sans précédent dans l'histoire du groupe Le Monde, la numéro 2 de l'Obs, qui fait partie du groupe Le Monde, de l'Obs, Aude Lancelin, est licenciée pour motif politique. Elle reçoit un mail d'un des actionnaires, en l'occurrence Perdriel, allié de Xavier Niel, qui lui dit « Ma chère Aude, tes positions ne sont pas... » En clair, il faut le reproche d'être trop proche de Nuit debout. Et dans l'histoire du monde, c'est sans précédent qu'un journaliste... Oui, ça sous-entend que les journalistes obéiraient ? Non, parce que dans un univers qui est complexe, il y a des gens qui font leur travail la tête haute. Mais cet univers est un univers mortifère. Pourquoi est-ce que la Libération, tous les journaux se disent il faut être indépendant ? Pourquoi un grand intellectuel, grand journaliste comme Camus défend la liberté, l'indépendance de la presse ? Pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de démocratie forte sans des citoyens éclairés. Et pour que les citoyens soient éclairés, il faut des journalistes sans fil à la patte. Je prends un autre exemple. Comment voulez-vous qu'un journal économique de qualité existe dès lors que son actionnaire est le principal PDG français ? Vous comprenez mon allusion ? C'est Les Échos. Quand Bernard Arnault prend possession des Échos, il y a une révolte déontologique dans une rédaction qui n'est pas frondeuse, Les Échos. Parce qu'ils se disent qu'il y a un conflit d'intérêts majeur qui serait inconcevable ailleurs. Parce que les patrons de presse en France, les actionnaires, ont pour singularité de ne pas avoir la presse pour métier. À la différence du groupe Bertelsmann en Allemagne ou du groupe Murdoch dans les pays anglo-saxons. Oui. Mais ce sont des financements, Laurent Mauduit, on pourrait vous dire, qui ont permis aussi de sauver cette presse. Non, bien sûr que non, parce que, regardez, prenez l'exemple de Patrick Drahi, qui est le produit de cette époque folle, produit de la finance folle. Que fait-il ? Vous connaissez son développement, 50 milliards d'euros d'endettement pour une boulimie d'achat qui se terminera mal, le jour où les taux d'intérêt repartiront, et il se dit dans cette logique-là, 50 milliards d'euros d'endettement, c'est quoi 8 millions d'euros pour s'acheter Libération, si ça permet d'être bien avec la puissance publique, si ça permet parce que ça coûte pas cher de s'acheter un journal. Ça coûte rien du tout. On est dans un monde qui s'effondre parce que la vieille presse a fait l'erreur stratégique de considérer que la révolution technologique n'existait pas et s'est très peu développée sur Internet. Et donc du coup, on est dans des logiques de connivence ou d'influence. On n'est pas dans des logiques professionnelles. Et regardez, que fait Patrick Drahi quand il prend possession de Libération et l'Express ? Il fait comme partout ailleurs, une purge sociale.
journal. Et comment voulez-vous travailler, faire un hebdo de qualité à l'Express ou un quotidien de qualité à Libération si vous mettez à la porte un tiers ou la moitié d'une rédaction? Nous faisons des métiers des valeurs ajoutées. La première valeur d'une entreprise de presse, c'est la qualité de ses hommes. Oui, mais donc vous dites, vous sous-entendez, il n'y a plus cette liberté d'informer. Les journalistes dans cette presse-là n'ont plus réellement cette liberté. Je dis que il y a des journalistes qui travaillent la tête haute, mais que l'univers est mortifère. Je dis qu'il faut renouer avec ce qu'était l'ambition du Conseil national de la résistance, refonder une presse libre et indépendante. Et comment c'est possible ça aujourd'hui? Prenez un exemple. Pourquoi ne pas créer en France, c'est un projet qui était sur la table, que le gouvernement n'a fait que reprendre de manière très modeste, des sociétés citoyennes de presse. Je prends un exemple. Regardez la région de Marseille. Le seul grand quotidien, c'est un bassin de lectorat immense, Marseille. Vous savez quel est le quotidien et quel est son actionnaire? Bernard Tapie, mis en examen pour escroquerie en bande organisée. Est-ce qu'il n'y aura pas matière à travers une société citoyenne de presse, aidée fiscalement par la puissance publique, massivement, que des jeunes journalistes construisent un journal indépendant, libre, qui informe toute la région de Marseille? Oui. Ces exemples, on peut les multiplier. Est-ce que derrière cela, ça voudrait dire, Laurent Mauduit, qu'il y a une espèce d'oligarchie, vous dites de milliardaires, qui peuvent décider de l'orientation de la presse en France, voire décider de faire gagner un candidat à une élection? Observez bien ce qui s'est passé avec Vincent Bolloré. Quand Vincent Bolloré arrive, on pense qu'en fait, il est proche de Sarkozy et que s'il a voulu Canal, c'est pour aider Sarkozy. C'est vrai qu'il a été proche de Sarkozy, il lui a prêté son yacht, vous vous souvenez de cette séquence-là. Le fond de l'histoire, c'est que Bolloré n'obéit qu'à lui-même, à ses goûts, à ses envies. Or, quels sont ses goûts? C'est un catholique traditionnaliste très marqué à droite. Et qui nomme-t-il à la tête d'ITélé quand il prend possession de Canal et de sa filiale ITélé? Il nomme un jeune homme, Guillaume Zeller, qui est le petit-fils d'Adrien Zeller, l'un des généraux putschistes, et qui lui-même, parce qu'on n'est pas responsable de ses ascendants, lui-même est un défenseur, dans ses papiers, du général Paul Sarès, qui a promu la torture en Algérie. Voilà l'environnement idéologique d'un Vincent Bolloré, et qui a, dans ses chaînes antérieures, a installé certains chroniqueurs à la main, que différents abbés proches de lui. On va dire, Laurent Mauduit, vous risquez de ne pas être invité sur toutes les émissions, toutes les télés dont vous parlez. Je serai invité dans les lieux libres. Mais vous êtes invité pour parler de ce livre? Écoutez, pour l'instant, c'est la première fois que ça m'arrive. Nulle part pour l'instant. Mais nous verrons bien. Peut-être que les choses chemineront, peut-être que des journalistes se saisiront du livre. Mais je m'attendais un peu à s'il y ait quelques difficultés de communication autour de ce livre. C'est la preuve par l'absurde du fait que ce que je dis est sans doute exact. Merci Laurent Mauduit, cofondateur du site Mediapart, en tous les cas notre invité pour Main basse sur l'information, publié chez Don Quichotte. Merci. Merci. Je reprends le dernier point que vous avez évoqué sur l'histoire de l'Égypte, par exemple, où les Américains vous disent « vous n'avez pas le droit de vendre tel avion ou tel matériel parce qu'il y a un composant américain dedans et que la loi américaine ITAR, qu'on appelle ITAR, interdit que l'on puisse vendre sans autorisation des États-Unis un produit qui en contient ». Moi, je vous ajoute tout de suite ce que vous avez évoqué, Alstom. Nous avons vendu aux Américains les turbines des sous-marins atomiques, ce qui fait qu'on ne peut plus faire de sous-marins atomiques en France sans autorisation américaine. C'est une perte de souveraineté absolue. C'est ça la réalité. Alors, bon, tant que c'est en France, on peut négocier avec les Américains, et puis on peut dire, sur le plan français, on peut dire je fais ce que je veux, mais par contre, pour l'étranger, on ne peut plus vendre un seul sous-marin à l'étranger sans avoir le feu vert si on emploie les fameuses turbines, qui sont les turbines performantes.
très bien que l'Arabie saoudite, c'est la grande lessiveuse de l'argent sale aujourd'hui du monde, puisque les banques saoudiennes n'ont pas le droit de donner le nom d'un client. Donc tout l'argent de Daesh passe encore en partie par l'Arabie saoudite. Le grand bénéficiaire, si on peut dire aujourd'hui, du chaos au Moyen-Orient, c'est Israël. Donc et le budget américain est 8 fois à 9 fois le budget de la Russie. On va nous faire croire que c'est la Russie qui menace le monde. Le premier problème de l'indépendance nationale, c'est l'endettement. Tant qu'on n'est pas désendetté, eh bien on est les vassaux de nos créditeurs. Et nos créditeurs, c'est l'argent international qui est aux mains des anglo-saxons, c'est la bourse de Londres et la bourse de New York.